Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre débrief d'Aston Villa PSG. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sortie hier, je vous invite à le faire avant de prendre celle-là. On s'était laissé sur la prestation miteuse de Vitinha, après avoir parlé de la défense et du gardien bien sûr, homme du match, Gigio Donnarumma. Et aujourd'hui on va donc reprendre avec Fabian Ruiz, surprise on peut le dire de ce quart de finale parce que meilleur milieu sur les deux matchs, surprise peut-être aussi de la saison. Et ensuite, on parlera des offensifs ainsi que de la demi-finale face à Arsenal. Allez, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, commençons cette vidéo avec Fabian Ruiz. Vraie surprise que sa double confrontation contre Aston Villa, quart de finale très réussi pour lui, c'est tout simplement notre meilleur milieu. Mais j'aimerais revenir de manière plus globale sur sa saison, parce qu'il revient en août, déjà avec des offres de transfert sur la table, que le club a refusé sous l'impulsion de Luis Enrique, qui ne voulait pas s'en séparer selon certaines sources. Il a son statut de champion d'Europe, avec une compétition très réussie d'un point de vue individuel. On aurait pu capitaliser là-dessus sur le marché, surtout qu'en septembre-octobre, il est remplaçant. Du moins, au milieu de terrain, il y a une vraie concurrence, de vraies interrogations avant chaque match de Ligue des Champions sur qui sera aligné. Il y a d'ailleurs un match où il y a les 4 en même temps, c'est celui à Munich en novembre. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, il a profité de certains éléments comme la blessure de Warren, mais les trois sont devenus indéboulonnables. Voilà. Aujourd'hui, les interrogations se situent plutôt sur ce poste d'ailier droit. Est-ce qu'on le confie à Désiré Doué de manière pérenne ou est-ce qu'on continue avec Kvaratskhelia, parfois Barcola? Mais en tout cas, au milieu de terrain, c'est vrai que Ruiz a complètement éteint la concurrence et sera titulaire évidemment contre Arsenal. D'ailleurs, il n'a pas pris de jaune, c'était le seul sous la menace d'une suspension mardi soir, et donc il n'a pas pris d'avertissement, c'est bien. Il ne sera pas suspendu du coup pour le match aller contre Arsenal, surtout que les histoires de carton sont reset désormais. Après les quarts de finale, en fait, ça repart à zéro, et donc pour les demi, on est tranquille, il n'y aura aucune menace, alors que du côté d'Arsenal, Thomas Partey a pris un jaune idiot en fin de match. D'ailleurs, on remercie Antonio Rudiger qui l'a bien provoqué hier soir. J'étais assez déçu pour revenir sur ce Real Arsenal, au moment surtout du péno refusé à Arsenal avec jaune pour Rice. Non, là, vraiment, on était les rois du pétrole. Rice qui prend un jaune. Donc, si Arsenal se qualifie, il n'est pas dispo sur le match aller. Donc, on est royal. Et péno qui remet un peu le Real dans le match. Le Real qui aurait pu faire la remontada parce que les gars, on va pas se mentir. Je voulais affronter Kylian Mbappé et toute sa clique là, cette équipe qui n'en est pas une, voilà. Surtout avec le retour au parc en fait, le retour chez nous. On les aurait tellement, je suis désolé, on les aurait tellement bousillés que là, Arsenal, c'est une équipe chiante. C'est une équipe chiante à jouer, qui a les qualités de nos défauts. On y reviendra. Et il n'y a pas de storytelling. Il n'y a pas de storytelling. C'est comme si on se retrouve au final avec, en finale, sans mauvais jeu de mots ou répétition, Inter-Arsenal. Voilà, plutôt que Barça-PSG. Là, c'est très clair. Pour l'histoire, il faut un Barça-PSG. Voilà. Même si le Lamine Yamal vs Nuno Mendes me donne déjà des sueurs, il faut absolument cela. Voilà, bref. Donc c'est vrai que ce péno, je l'ai vraiment regretté, mais dans tous les cas, Partey suspendu, c'est pas mal, surtout que son potentiel remplaçant est lui blessé. On y reviendra bien sûr plus tard dans la vidéo. Revenons sur Fabian Ruiz, qui donc a été très bon, même mardi soir. C'est le seul qui surnage un petit peu, qui ne sombre pas, que ce soit face à l'intensité d'Aston Villa. Alors c'est vrai que par moments, il défend un peu bizarrement, notamment sur Marcus Rashford sur le 3e but, mais globalement, il flanche pas comme un Vitinha par exemple. Et dans l'attitude aussi. Dans l'attitude, il n'y a jamais de suffisance. Il est toujours simple, il va à l'essentiel, les déplacements sont très justes.
Donc c'est vrai qu'on a un joueur vraiment très important, installé dans le 11. Donc ça, c'est vraiment beau. Et bravo à Ruiz pour cette belle remontée par rapport au début de saison, du coup. Et même par rapport à son histoire avec Luis Enrique, parce qu'on ne cessera jamais de répéter cette anecdote. Quand Luis Enrique était à la tête de la Roja, à l'Euro 2021, les deux se sont fâchés. Et depuis cette engueulade, Ruiz ne mettait plus les pieds en sélection. Il a fallu attendre que Luis Enrique parte pour qu'il y revienne. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà. Joao Neves. Bon, Joao Neves, j'ai un peu moins de choses à dire. C'est vrai que il sombre pas, il se bat sur les duels, notamment aériens. Il y a certains qui sont bien joués au niveau du timing. Voilà. Avec ballon, alors c'est vrai qu'il est impliqué sur le deuxième but, ainsi qu'une occasion de Dembélé au retour des vestiaires, c'est lui qui le lance. Donc ça fait des choses concrètes quoi à dire sur son match, à la différence d'un Vitinha par exemple. Mais sinon, bon, tout n'a pas été parfait bien sûr, et c'est le genre de match voilà où il est un peu tourné, dans tous les sens. Bref, passons aux offensifs. D'abord, Dembélé. Alors, j'ai pas compris le fait que l'UEFA le nomme homme du match. Bon, si vous voulez, mais c'est bizarre parce que, enfin, ça paraissait évident que ce trophée devait revenir à Donnarumma. Et d'ailleurs, je crois que Dembélé le dit. Ou alors c'est sorti dans la presse. Alors son quart de finale, il est bizarre. Je parle des deux matchs. Pourquoi? Parce qu'il retrouve ses problèmes à la finition. C'est vrai qu'on a retrouvé le Ousmane qui rate, qui a de grosses occasions, mais qui ne les rentre pas. Même si c'est pas un défunt. On s'arrêtait sur les aspects psychologiques ou alors techniques de frappe en première partie de saison. Là, bon, s'il les met pas, c'est un excès d'individualisme. Alors qu'en début de saison, c'était tout l'inverse en fait. C'était vraiment un joueur qui cogitait, qui la plupart du temps aussi prenait la solution collective plutôt qu'individuelle. Là, bon, c'est assez différent. Donc pas grand-chose d'inquiétant pour moi, justement. Mais au-delà de ces difficultés, on retrouve celui qu'on avait un peu perdu sur janvier, février et mars, à savoir le Dembélé qui décroche, qui est juste dans ses passes et qui fait des passes D. Parce que celle à l'aller pour le but de Nuno qui est ô combien capital, on l'a dit plein de fois, Unai Emery qui dit après le match au parc, oui, le troisième but ne change rien. Bah, au final, c'est celui qui fait qu'on reste qualifié à 3-2 mardi soir. Donc merci Dembélé d'avoir fait la bonne passe parce que surtout, personne d'autre l'aurait fait. Hein. Sur cette action, Vitinha et Joao, ils jouent à la baballe. Et c'est lui qui arrive, boum, personnalité, j'envoie Nuno au but. Et évidemment, mardi soir, passe décisive, encore une fois très belle, plein de passes très bien dosées, donc ça fait plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a une volonté de jouer au héros en deuxième mi-temps qui agace un peu, évidemment, mais bon, on lui en tient pas rigueur vu le nombre de buts qu'il a plantés sur les derniers mois. Et surtout, voilà, t'as un joueur qui n'arrive plus à marquer, mais qui va être dangereux pour la défense dans ses décrochages. Ça montre ô combien il est difficile de défendre sur lui. Et puis, parlons de son apport au pressing. Il court comme un dératé, les courses sont très intelligentes, avec énormément d'intensité, c'est exceptionnel. Enfin, le pressing, c'est du jamais vu. La première ligne, la première pression, c'est aberrant ce qui se passe en ce moment. Et ça doit être notre première force contre Arsenal. Parce que Arsenal vont nous inviter à jouer contre nature. Voilà. Ils vont vouloir endormir le match. Quand ils auront le ballon, ils voudront nous canarder de centre, les coups de pied arrêtés, machin. Et contre ça, il faut absolument éviter qu'ils développent leur jeu en les pressant. Notre contre-pressing est notre première arme, et bien sûr que contre eux, voilà, ce sera vraiment... et c'est pour ça, ce sera une grande différence avec le match d'octobre. Parce qu'il n'était pas là, Dembélé, en octobre. Il était sorti, et à ce moment-là, le pressing n'était pas aussi bien huilé, objectivement. Là, tu mets un Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola contre Arsenal aujourd'hui, je pense que tu récupères plus de ballons sur leur première relance qu'en octobre. Alors après, quand ils allongent, avec Raya et tout ça, il va falloir que nos défenseurs soient solides au duel. Là, on parle à Marquinhos, qui se trouve contre Dunkerque, et plusieurs fois mardi soir. Mais voilà, bref, on aura le temps de parler de tout ça. Notons aussi le leadership de Dembélé, qui semble vraiment être un homme fort du vestiaire. Il tire tout le monde, alors déjà parce qu'il emmène le pressing, ensuite parce qu'il fait marquer ses partenaires, mais même il parle beaucoup. Alors parfois il y a des signes d'agacement. C'est vrai que sur une action là, il va s'énerver un peu tout seul, mais c'est son côté naturel qui revient. On sait très bien que c'est quelqu'un qui est très nature parce qu'au final, il s'agace, mais il va pas perdre sa lucidité quand il reçoit le ballon et faire son action comme si de rien n'était. Donc en fait, bon, pas qu'on s'en fout, mais voilà,
C'est pas très important cet agacement. Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia, c'est marrant parce qu'on est passé de son meilleur match au PSG à l'aller à clairement son pire mardi soir. Mais un joueur, enfin, j'ai utilisé des mots forts pour illustrer, j'y vais peut-être un peu fort, mais bête. Je sais pas, genre, tout le temps faire la même chose, tout le temps aller chercher la solution individuelle, de repiquer dans l'axe, d'aller faire le dribble, machin, et au final, s'empaler dans le défenseur parce que les mecs t'attendent, parce que les mecs sont physiques, et parce que le match te demande autre chose. Quand t'arrives à Aston Villa avec un avantage de 2 buts, évidemment que l'idée, c'est pas de faire des exploits individuels, à aller chercher le dribble où 80% du temps, tu vas rendre le ballon à l'adversaire qui n'attend que ça. Le but, c'est peut-être de jouer un peu plus avec Hakimi déjà, avec tes milieux de terrain, pour pas perdre le ballon. Tu vois, jouer un peu plus collectif. Là, vraiment, c'est... Ouais, non, c'était très compliqué. Hein. Sans parler de ses frappes en fin de match. D'ailleurs, comment il finit le match? Comment Lucien Riquet ne le sort pas? On peut se dire quand même que la sortie de Barcola est assez injuste. Pas vraiment méritée, pas vraiment logique. Voilà. Bon, j'ai été très dur avec lui. En plus, alors, il y a la question que, à droite, c'est compliqué. C'est vrai qu'il a fait un bon match à Lyon sur ce côté-là, mais bon, globalement, il a plus de repères à gauche. Et encore, ça, c'est même pas valable mardi soir, parce qu'il finit le match à gauche. Et il est pas bon, enfin, il n'y a rien qui va mieux à gauche qu'à droite, quoi, sur la fin de match. Donc, c'est vrai que c'est absolument à jeter ce qui s'est passé mardi soir, mais c'est assez logique. Hein. C'est le genre de physionomie qui colle pas vraiment avec Kvaratskhelia. C'est pour ça qu'on peut repartir sur le match contre Arsenal avec Kvara titulaire à l'aller et au retour, pourquoi pas le foutre sur le banc. Enfin, bon bref, il y a des questions qui se posent et on va juste parler de Barcola avant de les poser. Barcola justement, avec lequel j'ai été un peu dur dans le débrief à chaud, je dois avouer. Hein, j'ai dit voilà, il était pas très bon, il abusait un peu de la prise de profondeur, il avait un peu que ça dans sa palette. C'est vrai que c'est valable sur sa dynamique actuelle. Hein. Ça fait quelques temps où il y a un peu moins de diversité dans son jeu. Mais sa première mi-temps mardi est plutôt bonne. C'est notre offensif le plus remuant. Alors déjà, il y a le centre quasiment décisif sur le but d'Hakimi, des prises de profondeur, mais autre chose aussi. Des 1 contre 1 qui sont bien gérés, qui sont gagnés. Même dans les airs, hein, tu lui envoies des parpaings, il réussit à les valoriser, à les faire retomber, à bien les contrôler. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis en seconde, bah il est beaucoup moins bon, il réussit pas grand-chose. Et quand il réussit, il part un peu tout seul, personne ne le suit. Alors ça, c'est peut-être pas de sa faute aussi. Voilà. Donc la sortie, comme j'ai dit, pas méritée du tout. Donc voilà, j'espère qu'il sera titulaire contre le Havre samedi et contre Arsenal, on verra bien. On aura le temps d'en rediscuter. Mais du coup, à sa place, c'est Désiré Doué qui est rentré mardi soir et qui fait une bonne entrée parce qu'on n'en a pas parlé dans les briefs, l'entrée de Désiré. Moi, je l'ai trouvé tout de suite dedans. C'est vrai qu'il a cette capacité à entrer dans les matchs qui est vraiment intéressante. Il est tout de suite physiquement, dans l'intensité, techniquement, la roulette directe, les occasions. Enfin, le mec, il arrive, il se crée des occasions. C'est ce qu'on demande à un remplaçant. Ça m'a fait penser à son entrée contre la Croatie avec la France. Il rentre. Certes, dans le jeu, il va y avoir du déchet, des trucs un peu superflus, mais aux abords de la surface, il prend des tirs. Il prend des tirs qui sont dangereux. Et c'est tout ce qu'on demande dans ce genre de physionomie, en fait. Il fait les efforts, machin. Donc, c'est très fort. C'est très fort, c'est une bonne entrée. Après, contre Arsenal, sera-t-il titulaire? Sera-t-il titulaire parce que, à droite, t'as le match catastrophique de Kvaratskhelia. Bon, Barcola, qui visiblement est pas très à l'aise, hein, parce qu'il y va assez peu. Et Désiré Doué, qui surnage complet. Donc, pour moi, c'est assez logique que Désiré Doué va reprendre son côté droit, à minima sur le match aller contre Arsenal. Alors après, il a contre lui de justement bien rentrer dans les matchs et donc Lucien Riquet serait tenté de le laisser sur le banc parce que un Kvara ne rentre pas dans les matchs comme un Doué. Et c'est vrai que ça, bon, malheureusement, ça fait que parfois il est pas titulaire. Surtout qu'à Arsenal, alors il y a une petite interrogation sur le côté gauche parce que Calafiori est blessé depuis la trêve internationale. Et c'était Lewis Kelly titulaire hier. D'ailleurs, il est bon, hein. Il a été bon au Santiago Bernabéu. Je crois qu'il a le même âge que Désiré Doué. Donc ce serait marrant de voir les deux s'affronter, un affrontement Youth League en demi-finale de la Ligue des Champions, quoi. Ce serait plutôt drôle. Bon, passons sur ce dernier carré. Passons sur ce dernier carré de la Ligue des Champions avec Arsenal, le PSG, l'Inter et le Barça. Donc déjà 3 des 4 premiers au classement de la saison régulière, plus celui qui a éliminé Liverpool, qui était premier de ce fameux classement. Arsenal qui élimine le Real Madrid. Je dois avouer que j'étais un peu déçu. Parce que moi, je voulais le Real en demi. Déjà,
je pense que le Real en avait plus de chances qu'Arsenal, surtout avec le match retour au parc. Et Arsenal, voilà, est une équipe, bon, via le storytelling en fait. Le storytelling du Real, réaffronter Mbappé, ça aurait été extraordinaire. Peut-être qu'il y a un monde où il fait un vieux chute devant le virage Auteuil, mais ça aurait été exceptionnel et c'est dommage. On ne vit pas dans le monde où on les affronte et on les tabasse en demi-finale, hein, pas dans le monde où il fait chute devant Auteuil. Mais pour revenir sur Mbappé, quand je le vois éliminé, je ne peux m'empêcher de penser à sa déclat quand il devient meilleur buteur du club, là, après le match contre Nantes, c'était il y a 2-3 ans, je crois, 2 ans, 3 ans. Je ne lis pas mon avenir à la Ligue des Champions, sinon je serais parti très loin. Là, t'es très loin de nous. T'es très loin de nous parce que toi, t'es en quart et nous en demi, mon vieux. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que l'exploit de la part de Luis Enrique, parce que il est en demi l'année dernière, avec une équipe où t'as Mbappé, qui défend pas, machin, et il réussit quand même à l'emmener en demi. Et là, cette année, demi, avec une équipe et un projet complètement différent. Une recrue sur chaque ligne. Hein. On rappelle que là, par rapport à l'année dernière, l'équipe est quand même très différente. T'as pas de choix en défense, t'as Joao Neves au milieu de terrain, et une ligne d'attaque qui est profondément remodelée. Encore plus avec le recrutement de Kvaratskhelia cet hiver, qui est quand même titulaire et homme du match sur le quart de finale aller. Si ça, c'est pas maximisé grâce au contexte collectif, les qualités individuelles d'un joueur, c'est exceptionnel. Et du coup, le fait qu'on aille en demi-finale 2 fois de suite, mais avec des physionomies d'équipes complètement différentes. Voilà, c'est pas le même PSG en fait. C'est pas j'ai été éliminé, je reviens on prend les mêmes, on recommence. Non, c'est complètement différent. Et à chaque fois, Luis Enrique qui réussit à tirer le meilleur, à faire clairement surperformer ses joueurs. Et ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Je respecte trop Luis Enrique pour ça. Ces demi-finales m'excitent trop. C'est super relevé. Alors c'est marrant parce que les deux matchs vont un peu se ressembler, j'ai l'impression. C'est-à-dire que PSG-Arsenal, t'as l'équipe mature qui a une grosse assise défensive et le PSG, équipe jeune, un peu foufou, insouciant, qui vont presser comme des fous, vouloir le ballon, machin, se créer des occasions. Et c'est un peu pareil. Le Barça d'Hansi Flick, vaut mieux qu'ils attaquent plutôt qu'ils défendent. Alors que l'Inter, ils vont arriver, force tranquille, je défends, je te pique en contre, et on voit ce qui se passe. Des oppositions de style, donc les deux demi-finales sont assez proches dans les oppositions de style, avec 4 entraîneurs exceptionnels. Arteta, Flick, Inzaghi, que j'adore. Ceux qui me connaissent savent quelle est ma deuxième équipe préférée après le PSG. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur YouTube, tiens. Mais tous mes amis le savent. Mon équipe préférée après le PSG, eh bien, je ne vais pas la dire. Je vais la dire à l'issue de cette Ligue des Champions. Non, je rigole. L'Inter, je suis l'Inter depuis des années et c'est vrai que Inzaghi. Mais si, j'ai dû le dire sur la chaîne à un moment en 2020 quand on pistait Inzaghi quand il était à la Lazio parce que je le suivais et j'avais fait des vidéos. Je le voulais au PSG d'ailleurs. J'avais fait une vidéo où je le voulais. C'était l'époque où je voulais aussi Massimiliano Allegri, donc je vais pas me vanter d'avoir voulu d'Inzaghi à ce moment-là. Et peut-être que c'est pas un entraîneur qui correspond aux caractéristiques du PSG, mais voilà. Bref, dans tous les cas, voilà, une équipe que j'adore profondément et je vois pas le Barça qualifié, vraiment. Et comme nous face à Arsenal en fait, parce que du coup, voilà, 4 entraîneurs formidables. On va avoir des matchs qui vont se jouer sur des détails, ça va être exceptionnel à suivre. Et au final, j'ai assez peur de demi-finale où en fait les équipes jeunes, offensives, se fassent avoir par les équipes qui sont plus matures, qui défendent bien. Et au final, à Munich, se retrouver avec Arsenal-Inter. Moi, j'ai un peu peur de ce scénario, personnellement. Mais bon, final qui serait horrible d'ailleurs. Arsenal-Inter, déjà, le match serait vraiment ultra chiant, alors qu'un Barça-PSG, mais je vis tellement pour prendre une Ligue des Champions face au Barça. Et je suis tellement dévasté de pas éliminer le Real juste avant en demi-finale. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'on se tape quand même la 3e équipe anglaise sur les phases à élimination directe. Et en plus sur la phase de saison régulière, avoir eu à affronter Arsenal et tabasser Manchester City. Parce que ce 4-2 contre City, on va pas l'oublier, c'est quand même un sacré tournant de notre saison. Cette demi-finale est donc assez inédite. Arsenal-PSG, on s'est affronté plus tôt, mais c'était à l'Emirates, c'était pas un match aller-retour. Là, voilà, c'est assez différent. Et puis par rapport au match d'octobre, voilà, ça va être inédit complet. Déjà à ce moment-là, c'était Warren à la place de Fabian. Il n'y a plus de débat maintenant. Kvaratskhelia n'était pas dans l'équipe. Dembélé était sorti du groupe. Désiré Doué n'avait pas la
dynamique qu'il a aujourd'hui, et même le PSG plus globalement n'était pas dans la dynamique actuelle. Donc, c'est vraiment un match que j'attends de pied ferme. Ça va être exceptionnel. Alors, Arsenal ont pas mal d'absents, hein. Ça, c'est à noter, c'est vraiment de notre côté. Nous, on a 0 pour l'instant, on touche du bois évidemment. Mais Thomas Partey, comme je l'ai dit, le carton jaune bête. Kai Havertz, Gabriel Jesus, Tomiyasu et Gabriel, le défenseur, sont tous absents, déjà forfaits. Calafiori, comme j'ai dit, incertain. Et Jorginho qui est toujours le potentiel remplaçant de Thomas Partey, suspendu. Mais lui, il s'est blessé le week-end dernier. Alors après, je crois que c'est aux côtes qu'il s'est blessé, donc c'est un peu un truc bizarre. Bon, peut-être qu'il sera remis à ce moment-là. Juste, la Ligue. Ne reportez pas le match de Ligue 1 entre les deux. Parce que Arsenal, on les affronte le mardi 29, si je dis pas de bêtises, et ensuite le mercredi 7. Donc il y a 8 jours pour préparer. Voilà, on a le temps. Laissez le match à Strasbourg. Alors c'est vrai que en Ligue 1, ça va être difficile de suivre. Parce qu'en fait, on joue Nice déjà le vendredi soir, avant le match aller. Donc ça, c'est cool, parce qu'en plus, à la base, on était programmé, je crois, le samedi. Et du coup, la Ligue a avancé pour qu'on ait 4 jours complets pour préparer le déplacement à l'Emirates. Ça, c'est vraiment super. Nice, donc une équipe quand même difficile à jouer. Et dans l'entre-deux matchs, on joue le samedi soir contre Strasbourg, à Strasbourg. Strasbourg, équipe jeune, insouciante, surtout équipe qui va te presser. Je pense qu'on prend une tempête, hein. Je pense qu'à la Méno, on prend une tempête dans le jeu. Est-ce qu'on perd notre invincibilité? Bah, c'est vrai que ce sont les deux matchs les plus difficiles. Déjà, en fait, en Ligue 1, en même temps que les demi-finales de Ligue des Champions, on va avoir à jouer les deux matchs les plus difficiles de ceux qui restent jusqu'à la 34e journée. Hein, parce que Nice et Strasbourg, c'est clairement les deux matchs où on peut perdre l'invincibilité. Et ça, il faut pas. Il va falloir être très très sérieux et gérer ces deux matchs. Mais dans tous les cas, ne décalons pas Strasbourg. Il faut garder le rythme. On l'a vu mardi. Ça sert absolument à rien. Voilà, on arrive, on démarre le match les 10 premières minutes. On est la tête sous l'eau. On n'a pas d'intensité, on n'a pas de rythme. Donc, on s'en fout. Et puis surtout, comme on joue que le mercredi, c'est tranquille. On aura 8 jours pour préparer le retour contre Arsenal. Évidemment, tactiquement, voilà, c'est une équipe contre laquelle il faut absolument jouer notre jeu et pas se faire endormir. C'est simple. Voilà, par exemple, ils allongent. On sait très bien qu'on a privilégié les profils techniques au profil athlétique. Pour les duels aériens, évidemment, il faut rester solide et limiter ce genre de... Enfin, éviter de les mettre dans un fauteuil. Évidemment qu'il faut qu'ils allongent, mais sous la pression de nos attaquants qui pressent, et donc l'allongement qui est complètement loupé, techniquement. Voilà, il faut vraiment faire ça. Les qualités d'Arsenal sont nos défauts. Alors après, on disait pareil sur Liverpool et Aston Villa. C'est vrai. C'est vrai que Liverpool n'ont pas réussi à nous faire peur sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, les machins. Aston Villa, bon, pareil sur le match aller, on a réussi à les contraindre en fait, on a réussi à imposer notre jeu. Voilà, il faut absolument qu'on impose notre jeu, comme on l'a fait contre Liverpool, comme on l'a fait contre Aston Villa, contre pressing et tout ça. Si on commence à laisser le ballon à Arsenal, c'est fini, on va se faire avoir comme des bleus et on aura des regrets parce que notre insouciance nous aura éliminé, tout simplement. Mais bon, on n'y est pas bien sûr. Il y a quand même 15 jours. Ouais, c'est assez peu. Hein. C'est assez peu parce que là, du coup, on affronte le Havre. Après, on a la semaine, Nice. Et on enchaîne sur cette demi-allée contre Arsenal. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces deux vidéos vous auront plu. Demain, comme j'ai dit, pas de débrief du match contre le Havre. On se retrouve lundi. Parce que dimanche, je suis pas là. Ah mais si, mardi on joue. Mais si, j'ai oublié, mardi on joue à Nantes. C'est vrai qu'on joue à Nantes mardi, punaise. Du coup, je pourrais pas faire de vidéo mercato mardi. Ah, ok. Bon, je vais voir mon calendrier, mais en fait, j'aurais pas assez de jours pour faire des vidéos. Puis en plus, après, quand je reviens, tout de suite, la demi-allée est le mardi 29. Bon, ça, par contre, c'est cool, parce qu'on va pouvoir bien analyser le match contre Arsenal. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite, bien évidemment. Bon week-end.